Vu la crise démocratique que nous vivons, est-ce que ce ne serait pas le bon moment de revoir les bases de ce qu'on appelle justement démocratie, en commençant par se plonger dans la pensée d'un des fondateurs de notre démocratie moderne, Jean-Jacques Rousseau. Parce que si on a gardé ces grands principes, comme liberté ou égalité, il y en a d'autres qu'on a un peu oubliés, comme sa mise en garde sur les écarts de richesse. Si Rousseau s'étant intéressé à la question démocratique, c'est qu'il part d'un principe. Pour lui, c'était mieux avant. Je hais ce siècle. J'aime pas du tout. Non, pas mieux avant comme ça. Selon Rousseau, avant, c'est avant la création de nos sociétés, ce qu'il appelle l'état de nature. Une époque où les hommes étaient libres, égaux et bons, car pour pouvoir survivre, ils s'entraidaient. Pour Rousseau, bien que l'homme soit né bon et libre, la société l'a corrompu. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Pour que l'homme retrouve sa liberté, Rousseau propose donc un contrat social. Une communauté de citoyens qui ne serait pas régie par un chef, mais qui serait son propre chef. Rousseau est le premier à, disons, considérer que la souveraineté doit être populaire et qu'en même temps, la seule instance légitime pour déclarer les lois est le souverain, et donc le peuple. Ce contrat social se fait donc entre associés, les citoyens, qui décident ensemble des lois auxquelles tous doivent se soumettre. C'est donc un pouvoir du peuple entier, pour le peuple entier, ce qui garantit la liberté de tous. Tous les citoyens sont libres puisqu'ils obéissent à des lois qu'ils se sont eux-mêmes fixées. Et c'est là qu'intervient un principe fondamental dans la pensée de Rousseau, c'est celui de volonté générale. Petite définition. La volonté générale, ce n'est pas la somme des volontés personnelles, des intérêts privés, c'est la volonté de chacun sur ce qu'il pense être le mieux pour tous. Qu'est-ce que la volonté générale ? C'est la volonté à laquelle je réponds lorsque dans l'Assemblée on me demande ce qui est avantageux pour l'État, ce qui est avantageux pour le corps politique. Est-ce que cette loi est avantageuse ou non pour la totalité à laquelle j'appartiens ? Et c'est comme ça que l'homme devient un citoyen, en raisonnant en termes de bien commun et d'utilité publique. Rousseau décrit ainsi une démocratie parfaite, tellement parfaite qu'elle devient quasiment inatteignable. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Mais le philosophe donne quand même quelques clés, quelques conditions pour vivre dans une telle démocratie, ou en tout cas pour s'en rapprocher. Par exemple, condition institutionnelle, il faut que le peuple soit suffisamment informé quand il vote. Il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas de société partielle. Autrement dit, il faut éviter des formes de déférence. Il faut éviter que les citoyens subissent la pression de grandes familles, d'oligarques, de ce que nous appellerions aujourd'hui peut-être des partis ou des lobbies. Pour éviter cela, il faut donc que ce soit le peuple qui ratifie les lois et non pas ses représentants. Le gouvernement, lui, il peut émettre des décrets, ce ne seront pas des lois. Il est secondaire, il peut toujours être l'objet d'une destitution par le peuple souverain. C'est l'idée derrière ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie directe. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Ils ne sont que ses commissaires. Ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. Pour que toutes les voix comptent, Rousseau insiste sur les capacités économiques de chacun. Selon lui, des écarts de richesse trop importants ne sont pas compatibles avec la démocratie. Rousseau, c'est pas un homme du 19e siècle, c'est pas un homme qui va penser aussi fortement que des saint-simoniens ou des proudhoniens ou des marxistes, mais quand même, il montre bien que à partir d'une certaine inégalité, en fait, la liberté n'est plus possible. Et donc voici ce qu'il dit au chapitre 11 du livre 2. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes. Donc c'est pas l'égalité du niveau, tout le monde ayant exactement les mêmes revenus, etc. Mais que faut-il entendre quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois. Et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la limite des inégalités supportables, c'est quand, en fait, les inégalités sont telles qu'elles détruisent la liberté. Et pour en savoir plus sur le contrat social et comment il pourrait se mettre en place, vous pouvez écouter cette série d'émissions.